sont morts en Tunisie noyés. Voici un pont qui est construit pour faciliter la traversée d'un fleuve, le fleuve Niger. Le Niger ferme Gaïa pendant que Malanville est ouvert et laisse les gens passer par le fleuve. Il y a plus de 500 000 personnes qui passent par jour dans des pirogues de fortune. Nous étions allés ensemble, vous et moi, acheter des chambres à air pour que si jamais il y a accident, les gens ne meurent pas. Vous n'avez pas pu oublier. Ils passent sans bouée de sauvetage. Rien du tout. Ils ne prennent aucune précaution. Vous croyez qu'un État sérieux comme le nôtre va laisser nos frères nigériens courir le risque de se noyer? Ça, c'est un. 2. Le Niger dit craindre qu'on les attaque à partir du Bénin, n'est-ce pas? Et laisse les gens traverser le fleuve sans qu'on ne sache qui traverse. À imaginer que des barbus attaquent à partir du Bénin le Niger. Comment le Bénin peut prouver que ce n'est pas l'œuvre de Patrice Talon? Mais comment vous qui vous plaignez que la frontière soit fermée, reste fermée, comment l'issue ou les rares issues qu'il y avait, vous fermez ça également? C'est incompréhensible, c'est contradictoire, non? Est-ce que vous m'avez écouté? Je dis le fleuve. Et nous étions au bord du fleuve. Vous avez vu ce qui... Bien sûr, c'est vous qui défendez maintenant les Nigériens, c'est vous qui prenez à cœur la cause des Nigériens, la vie des Nigériens. Mais oui, mais c'est pour ça que j'avais offert des chambres à air. Nous étions allés ensemble les choisir. Bien sûr, j'en suis témoin. Mais c'est pas vous qui avez pris la décision de fermer le fleuve, l'issue du fleuve aujourd'hui. C'est le Niger qui a gardé... non, c'est nous qui avons fermé le fleuve pour éviter des accidents. Nous sommes un État responsable. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps, Bertin Kovy, pour ce sujet. Dites-nous, quelle pourrait être l'issue de cette crise? Oh, ça va nous passer, ça va nous passer, nous qui, Béninois? Béninois et Nigériens. D'ailleurs, les Nigériens ont commencé déjà par poser la question à leur gouvernement. Vous fermez la frontière, si vous parliez à Oussa, non, Germain vous envoie un audio. Moi, j'ai gardé toujours mes liens avec les Nigériens avec qui on avait combattu la CEDEAO, le président Patrice Talon et ses collègues. J'ai gardé et j'ai continué de faire la pédagogie pour leur expliquer. Il n'y a pas de... Bon, Madekali, on dit... Madekali, c'était une fausse alerte. Tonrou, c'est totalement faux. Kandi, vous savez mieux que moi, c'est faux. Le parc, ce qu'ils appellent très bien, on dit qu'il y a même une... Maintenant, que faire pour, disons, clarifier tout ça là, selon vous? Eh ben, nous sommes en train d'inviter les Nigériens à venir ou bien envoyer une équipe ici pour vérifier, mais ça je ne vais pas un travail de souterrain. Vous n'allez pas tout dévoiler. Oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de la médiation chinoise? On a l'impression que une fois le débarquement, l'embarquement du pétrole réglé, les Chinois se sont volatilisés. Les Chinois rient de deux pays pauvres qui ne pensent pas à leurs propres intérêts, qui se font la guerre. Les Chinois eux, ce qui les intéressait, c'est leur pétrole. Et en la matière, c'est le Bénin qui avait toujours raison. Même en faisant ça, c'est comme une escalade, ça? Non, le Bénin avait raison. Malheureusement, RFI n'a pas permis au président de communiquer comme il fallait. Comment? Bonjour à tous, bienvenue. Jusqu'où ira la crise entre le Bénin et le Niger? Visiblement, pas d'issue pour l'instant. Mais une pause tout de même. Patrice Talon est occupé à autre chose. Il est allé au Brésil, ses partisans, eux, sont sur le terrain. Ils expliquent les merveilles accomplies en 8 années par le pouvoir de la rupture. Pour aborder ces sujets, nous avons invité aujourd'hui Bertin Kovy. Devrais-je le présenter encore? Il est l'un des soutiens chevronnés de Patrice Talon. Il est membre du parti Bloc républicain. Est-ce décent d'aller expliquer à des gens qui ont faim pourquoi ils ont faim au lieu de trouver des solutions concrètes à leurs problèmes? Quelle est la pertinence de cette tournée gouvernementale dans le contexte actuel? Et que dire du Niger? Bertin Kovy y est seul défenseur de la cause du Niger contre tous, nuance désormais les choses dans la crise qui oppose ce pays au Bénin. Quelle est aujourd'hui sa position réelle? Qui pour dénouer cette crise? Bertin Kovy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Parlons d'abord de la tournée en cours. D'abord, cette tournée dite gouvernementale, n'est-ce pas vraiment gouvernementale, cette tournée? Ah oui, pourquoi? Vous, par exemple, vous êtes de la tournée? Oui, je suis de la tournée parce que je vais écouter ce que le gouvernement dit. Et pour pouvoir dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce que j'ai des militants aussi qui m'interpellent. Même si vous installez au podium. En fait, c'est un honneur qu'on me fait. Je suis pas encore membre du gouvernement,
Priez pour que cela soit le cas peut-être bientôt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des députés, il y a des conseillers, il y a bien d'autres types de cadres qui sont également de cette tournée et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, a priori. Oui, vous pouvez comprendre cela. Le gouvernement a ceux qui le soutiennent. Il aurait été bien séant que même des députés ou d'autres cadres, même de LD, soient là quand le gouvernement sort. Mais en principe, même les élus de LD auraient dû être là, c'est le gouvernement de tout le monde. Bon, ils ont choisi de ne pas être là. Le BR et l'UPR ont choisi d'être là pour mieux comprendre ce qui se fait. C'est tant mieux. Les populations ont fait ça sans doute, Bertin Corbier, vous êtes au courant, les nombreuses marches contre la cherté de la vie, la misère dans le pays, vous êtes au courant. Vous expliquez quoi? Peut-on expliquer à des gens qui ont faim pourquoi ils ont faim, comme je le disais tantôt? Tout le monde a faim, y compris vous qui êtes un journaliste d'investigation chevronné. Vous me trouvez un membre du gouvernement que vous connaissez aujourd'hui, qui a lancé un chantier tel qu'on le connaissait avant. Il n'y en a pas. Allez dans les ministères, ils sont tous chétifs. Je dis pas qu'ils ont maigri comme le Benoît lambda, hein, mais ce n'est pas comme avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait des efforts pour mobiliser les ressources afin de construire le peu qu'on construit. Cela m'a amusé quand vous parliez des merveilles en 8 ans. Non, il n'y a pas eu de merveilles, il y a eu de sacrifices. C'est au sacrifice de notre peuple, au sacrifice de nous tous. Tout le monde reconnaît que la vie est dure. Les populations souffrent, c'est vrai. Mais vous conviendrez avec moi que quand un parent est en train de construire sa maison, sa famille ne vit plus aussi bien que quand il n'est pas en période de construction. Le temps de la construction passera et on pourra revenir à nos habitudes de manger 4 fois, 5 fois. On serre la ceinture aujourd'hui afin de mettre en place les infrastructures de base. Moi, je me suis levé à 5 heures aujourd'hui. Enfin, j'ai quitté plutôt Parakou à 5 heures. Et j'ai arrivé à Savet, j'ai pris la route Savet-Ketou et je suis arrivé à Port-Nouveau à 9 heures. Mais quand j'ai vu cette voie-là, parce que c'est la première fois que je prends cette route Savet-Ketou, c'est extraordinaire. Mais pourquoi les autres présidents n'ont pas pu faire ça? Parce qu'ils se souciaient de ce que nous mangeons 4 fois sans faire l'effort d'économiser pour construire. C'est vrai. Si on passe trop de temps à économiser pour construire, on risque de tous mourir à force de maigrir. Mais il fallait faire cet effort-là. Et le président Patrice Talon, pour ce que j'ai retenu après nos échanges, a décidé de nous amener à faire l'effort de construire les fondamentaux du développement. C'est un choix qu'il a fait. Et il sait combien le peuple souffre. Mais, ma foi, c'est le prix à payer pour construire au moins le peu qu'on a aujourd'hui, que vous appréciez si tant. Les merveilles. Vous parlez des réalisations. Dites-nous, est-ce que, ces constructions, ces infrastructures n'ignorent pas drastiquement le social? Est-ce que la grosse faiblesse, ce n'est pas justement que les gens ont fait? Quel sens, encore une fois, ces infrastructures ont lorsque les gens meurent de faim à côté? Alors, la vie, c'est un choix. Et un homme politique est parfois confronté à faire une péréquation. Ou soit, on fait manger les populations comme Yahi Bozine faisait, sans rien construire en réalité, ou soit, on leur fait faire des efforts pour construire les bases qui permettront de dire son agnon. Et c'est ce que le président Patrice Talon a choisi de faire au fait. Il est conscient que ça le rend impopulaire. Il est conscient de l'effort surhumain que fait chaque Béninois, qu'il fait aussi. Mais c'est le prix à payer. Personne n'a pu construire un pays en faisant la fête tous les jours. Et puis, ceux qui disent qu'il n'y a pas de social, il n'y a pas de social. Souvent, ce sont des fonctionnaires. Vous vous souviendrez que pour faire un papier dans une administration, dans un passé récent, s'il faut glisser 5 000, il faut glisser 2 000. Bon, là, enfin, je dirais pas la corruption, mais enfin, les prébendes qu'on prenait aux autres de façon indue, tout cela a disparu. Ce qui permettait à une secrétaire par jour, parfois de rentrer avec 10 000 francs, d'autres qui sont plus chanceuses avec 20 000 francs, tout ça a disparu. Et les populations devraient remercier. Mais la corruption n'a pas disparu, autant. Bon, alors, si le mot corruption existe, c'est que la corruption a traversé tout le temps. D'ailleurs, Judas,
qui a été avec le Christ n'a pas manqué d'être corrompu. Qui sommes-nous, nous Béninois, où vous nous demandiez que ça disparaisse? Mais ça a diminué. Ça a diminué. La corruption n'est pas si loin de ceux qui nous dirigent, dit-on. La grosse corruption, c'est eux. Bon, vous n'en savez rien et je n'en sais rien non plus. Et je n'aime pas m'étendre sur des sujets pour lesquels je n'ai pas apporté de preuves. Est-ce que vous savez que moi, d'ailleurs, vous me connaissez très bien et vous pouvez mieux savoir si j'ai des facilités financières ou pas. Si j'en avais, je ne vous devrais pas à votre radio de l'argent. Et vous le savez bien. Mais tout le monde est convaincu que c'est à moi qu'on remet le budget national. Pourtant, je n'arrive pas à honorer les engagements que j'ai avec votre radio. Les temps sont durs pour tout le monde. Mais pour autant, nous n'allons pas abandonner notre pays. On peut s'en prendre à Patrice Talon à cause de la politique. Pour certains choix politiques, ça, je n'aurai pas de débat. Mais pour la construction de notre pays, je dirais non. On me trouvera en train de le défendre et bec et ongle. Est-ce que vous ne trouvez pas que, eh bien, cette option-là rend la tâche difficile même à des communicants comme vous? Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile que, en même temps qu'on fait des routes, qu'on dénoue un peu les choses, qu'on desserre, comme on dit, la ceinture? Vous n'avez pas tort parce que ça rend vraiment la tâche difficile, y compris même dans ma propre famille. Il y en a qui me disent, mais grand frère, on ne te comprend plus, qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment on souffre? Tout le monde dit souffrir. Mais nous souffrons tous, ça c'est vrai. Pas de la même manière, tout de même. Moi je souffre. Je ne sais pas comment vous souffrez. Mais on ne souffre pas au même degré, on ne va pas les mêmes personnes. Mais vous avez même plus de jours. Vous êtes joufflu. Non, sérieusement. Non, mais je suis sérieux. Il fait bon pour les journalistes maintenant que le communicant du président. Mais regardez vos jours. Non, pour l'instant, c'est pas, nous, on n'a pas de frais de mission, de tournée. Les journalistes, c'est pas ceux-là qu'on a. C'est pas les influenceurs ivoiriens que vous faites venir. Non. Etc. Il n'y a pas eu de frais de tournée. D'ailleurs, nous étions ensemble. La dame qui me parlait dit, mais qu'elle n'a pas de carburant, on lui dit d'aller faire tourner, on lui a pas donné les moyens. Non, il n'y a pas de moyens. Mais il y a au moins les frais de mission. Et il n'y en a pas, justement. Comment? Ah, bah, en tout cas, moi, j'en ai pas reçu. Elle non plus n'a pas reçu. Pour les tournées antérieures, il en a eu. Ah bon, peut-être qu'il y en aura, ou bien on va régulariser. Est-ce qu'on vous a dit toute la vérité? Est-ce que vous savez tout, Bertin Corvier? Ah, je crois tout savoir parce que, quand même, j'échange avec le président Blaise Biachane. Et je peux même vous dire, d'autres même se sont plaints. Pas des mots, je ne vais pas appeler le nom ici, qui disent, mais vous nous envoyez sur le terrain, sans frais de Momo. Enfin, sans connexion. Bon, c'est l'argent qu'ils appellent connexion, sans forfait au fait. Et j'ai d'abord, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que forfait là voulait dire. Bon, donc, et les gens que vous faites venir, toutes ces dames que vous délaissez de leurs activités, qui viennent vous écouter, elles s'en vont aussi sans Momo? Ah oui, à ce que je sache. En tout cas, non, je ne peux pas en parler parce que c'est pas comment moi, je me raconte pas des histoires, je me mens pas moi-même. J'ai pas été mêlé à la mobilisation. Je ne sais pas ce qui est. Politique que vous êtes, ces mobilisations sont jamais gratuites. Ah non, pas. Ça n'a pas encore commencé au Bénin. Ah non, ça a commencé. Ah bon? Oui, la dernière fois, j'ai mobilisé des troupes, des gens à Natitengu, avec l'association Soudou Poulakou, où les Peuls sont sortis, venus de la plupart des régions du Bénin, enfin du Nord. Mais aucun d'eux n'a demandé un franc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Les Peuls, ils sont accusés. Il faut se défendre pour vivre, pour espérer vivre encore. Oui, mais au moins, d'aucuns auraient dit que c'est la politique. Mais aucun n'a demandé même de frais. Et on avait plus de 600. Vous vous en rendez compte? Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Donc, on peut mobiliser dans ce pays sans donner l'argent, alors. Ça dépend de ce sur quoi on mobilise. Bah alors, on n'allait pas dire le contraire. Bon, oui, mais la prochaine fois, il faudrait que les populations comprennent que c'est leur survie qui est en jeu et vous n'aurez pas à payer de transport. Voici des gens, et c'est ça le drame de notre pays. Le peuple béninois, parfois, se comporte comme quelqu'un qui est tombé dans un puits, qui veut que vous le payiez pour en sortir, pour prendre la corde et sortir. Ben, vous voulez les réunir pour parler de leur propre intérêt, ils veulent que vous leur payez le déplacement. Mais s'il y a un oncle qui est mort quelque part, ou bien un enterrement dans le village voisin, il ne demande l'argent à personne pour y aller. Il faudrait que nous comprenions que l'engagement politique doit être gratuit et sincère, désintéressé. Sinon, nous allons subir toujours des choix politiques après avoir mis quelqu'un au pouvoir, parce qu'il aura l'impression qu'il a acheté votre soutien. Mais dans tous les cas, vous trouvez de clients pour vos meetings. Est-ce que clients? Enfin, si vous voulez, vous avez des oreilles qui vous écoutent, mais pensez-vous que ces oreilles vous écoutent véritablement? Est-ce que oreille, ou comment dit-on, la bouche qui a faim
ou le ventre qui a faim a des oreilles, écoute ces genres de discours que vous allez disséminer dans le pays? Oh, je préfère encore l'expression la bouche qui a faim. Non, le ventre qui a faim. Non, la bouche qui a faim. Mais cette bouche-là a faim de quoi? Ben, elle a faim de manque de critique. En réalité, quand on est sincère aujourd'hui, on devrait pas critiquer le président Patrice Talon, du reste pour la gouvernance économique et le développement. Mais je vous concède que effectivement les temps sont durs parce qu'il y a quand même des parents au village. J'ai des amis et il y en a qui vous sollicitent pour 5 000 francs, 2 000 francs, au milieu de 600 ans. Mais en réalité, c'est que les gens ne sont pas en train de comprendre, de réaliser comment participer à la production économique et comment, à quel niveau se mettre pour que tout le développement qu'on fait aujourd'hui puisse leur générer de ressources. Donc, il y a un besoin de formation de nos populations aux nouvelles opportunités que donne notre pays. Mais ces nouvelles opportunités dont vous parlez, parfois dans les endroits où ça se réalise déjà, ça change de jour au lendemain. En fait, ça accentue les choses, la vie devient encore plus chère. Tout court, par rapport aux nouvelles réalisations. Je sais pas si vous percevez ce que je comprends, mais ma foi, quand vous êtes dans un quartier non éclairé et sans eau potable, mais le prix du loyer diffère de quand on vous amène l'eau potable et la lumière. Et ce n'est pas l'État qui demande d'augmenter les loyers, ce sont les propriétaires qui se rendent compte que le standing a changé. Si vous êtes dans un quartier qui était mal loti, mais maintenant où tout va mieux, si vous n'avez pas les moyens d'y vivre, je crois qu'il va falloir se déplacer de là. Mais ah oui, carrément. Ben c'est ce que les propriétaires font. Quel est le changement que vous apportez alors dans la vie des individus? Non, mais je parle des propriétaires. Et je remarque qu'effectivement, sans avoir contribué à rien du tout, on surenchérit l'argent, le prix du loyer. Peut-être que l'État, vous allez nous aider à ce qu'on prenne une loi pour que quand l'État améliore les conditions de vie d'un environnement, que les privés ne se mettent pas à vouloir en profiter au détriment des autres. Mais pas seulement les propriétaires, même les buvettes, par exemple, qui se réinstallent dans ces endroits, la bière ne coûte plus le même prix qu'avant. Ah donc la bière est votre problème à vous? Non, moi je parle au nom des Béninois. Je retransmets leur ressenti. Non, mais il faudrait qu'on se mette ensemble pour décourager de telles pratiques. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces pratiques existent. Ah, j'en n'en savais rien, puisque moi je ne prends pas de la bière. Non, il n'y a pas que la bière, c'est juste stéréotype que j'ai pris. Voilà. Oui, bon, en fait, j'ai quand même remarqué que les prix ont commencé par augmenter plus. On embellit l'environnement, plus certains croient qu'ils peuvent gruger les autres. Nous devons nous mettre ensemble pour décourager cela. Mais c'est annonciateur de ce qui nous attend. Réellement, en fait, on ne trouvera jamais le bout du tunnel, puisque on s'en sortira jamais avec ça, à cette allure. Donc, vous ne voulez pas que Cotonou devienne Paris? C'est pas moi qui décrète, mais on parle des faits, on parle des vécus. Que Cotonou devienne Paris et New York. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire. Plutôt, il n'a pas pu le faire. Et Talon le fait. Il a pu trouver un prophète après. Bah oui. La femme a vu le serpent, ou bien l'homme a vu le serpent, la femme l'a tué. Que le serpent soit mort, c'est l'essentiel. Yaya souhaitait que Cotonou devienne New York ou bien Paris. Talon en fait New York et Paris. Eh ben, c'est bien. Bertin Corvée, l'une des rares voix à prendre la défense de la rupture. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'impression que la rupture a de plus en plus de mal à trouver des gens qui parlent en son nom. Pourquoi est-ce comme ça? Pourquoi? Peut-être même que c'est ce qui justifie, n'est-ce pas, cette décision de la tournée gouvernementale, parce qu'on avait besoin de cette dose d'explication aux populations. Non, en réalité, la rupture a eu un péché congénital au départ, cette histoire de normocommunication, où on a cru qu'on pouvait gérer les hommes sans faire un peu de propagande, sans faire même un peu de culte de la personnalité. Vous pensez que c'est nécessaire? Mais cela est lié au pouvoir. Aller à la cour du roi Tofa et vous verrez que les femmes, les adjogants sont sortis. Pourquoi? C'est le culte de la personnalité. Je ne vous apprends rien, on est à Porto Novo. Et vous allez à la cour de l'empereur de Niki, c'est des trompettes qu'on joue tout le temps. On appelle ça Kankangi. Bon, bref, et vous allez à Bomé. C'est dans l'essence du pouvoir. C'est dans l'essence du pouvoir, un peu partout. Donc la rupture a cru que le président pouvait se comporter comme un chef au projet. Et cela suffisait. Dans la tête des populations, non, c'est pas suffisant.
J'avoue quand même que, bon, nombreux, même dans la rupture, ne savent pas où tenir de la communication pour réellement défendre ce qui se fait. Je vous ai dit, les temps sont durs et vous allez inviter nombreux, ils n'auront pas le courage de reconnaître que les temps sont durs. Ils diront non, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Mais tout ne va pas bien justement parce que il faut pouvoir mobiliser des ressources. Il y en a qui disent qu'il y a trop d'impôts, il y a trop d'impôts. Le Bénin n'a pas découvert du pétrole. Est-ce faux? Non, ce n'est pas faux. Mais maintenant, le Bénin n'a pas trouvé du pétrole, ni de l'or. Il n'y a personne qui me donne de l'argent. Mais comment est-ce qu'on arrive à mobiliser de l'argent? Mais on prend des dettes pour réaliser des infrastructures qu'on paye. Ce qui doit se faire, et ça nous allons le dire au président, peut-être que les 2 prochaines années vont continuer au même rythme, mais à partir de 2026, quand l'un d'entre nous... on va parler de l'après-talon. Non, attendez. Quand l'un d'entre nous qui croyons qu'il faut continuer de construire ce pays viendra au pouvoir, on va diminuer le rythme des infrastructures parce que le président Talon aurait fini de faire l'essentiel et on va construire à côté de la connectivité qu'on fait aujourd'hui, l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et ça va demander l'aménagement, viabilisation des terres agricoles additionnelles. Ça va demander que notre armée crée un génie agricole parce que Kérékou l'avait essayé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'armée égyptienne est l'entreprise la plus grande productrice de blé et autres en Égypte? Est-ce que vous savez que l'armée russe participe à la production agricole? Mais pourquoi nous, alors que l'armée béninoise dispose de beaucoup de terres, a de la main-d'œuvre, a du savoir-faire, la discipline, pourquoi notre armée ne participera-t-elle pas à la sécurisation alimentaire de notre pays? Ça pourrait être un pas d'un projet de société. Mais dites-nous, Bertin Corvie, est-ce que vous ne pensez pas que oui, il faut mobiliser les ressources au Bénin, n'ayant pas le pétrole, n'ayant pas découvert l'or, mais c'est les mêmes Béninois que vous pressurez. Ça va finir par craquer. Non, ça ne craquera pas. Ça ne craquera pas parce que les Béninois voient ce qui se fait. Si ils vivaient ce que nous vivons tous, sans qu'il y ait de contrepartie visible, oui, cela aurait craqué depuis. Mais ça craque. Dans tous les cas, c'est écrit. Non, les gens se plaignent. De syndicalistes. C'est pas la gloire non, écoutez, les syndicalistes. Des infrastructures, des réalisations. Non, chacun est dans son rôle. Les syndicalistes, on les connaît. Et puis, les syndicalistes, au fait, ont mis trop de temps à s'exprimer. Vous les avez trop longtemps acculés dans un coin? Non. Les syndicalistes, personne ne les a acculés. Il leur appartenait d'encourager par exemple le gouvernement à augmenter l'espace cultivable agricole. Mais il ne faut pas des propositions. Mais bon, alors, je vous donne un exemple. Au Bénin, il n'y a pas plus de 100 000 fonctionnaires. Nous sommes 13 millions. Donc, nous travaillons, nous autres, 13 millions, moins 100 000, pour payer l'argent des 100 000 qui vivent sur le dos de nous tous. Je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas utile pour la nation. Alors, il faudrait plutôt que les syndicalistes poussent le gouvernement à lever plus de fonds, qu'il y ait plus de sources de mobilisation de ressources, autre que le peu de personnes sur qui on prend de TVA, on prend de frais de douane, etc. Mais est-ce leur rôle? Ah, c'est aussi leur rôle. Est-ce que c'est moi mon rôle? Moi, je suis nommé à rien dans ce pays. En principe. Mais vous avez choisi, on ne peut pas vous le refuser. Oui, mais chacun vous ne pouvez pas demander aux autres si c'est pas de leur volonté. Mais c'est le devoir de tout citoyen de participer, de faire des propositions. Mais vous me faites rire, vous. C'est pas votre rôle, pourtant. Vous ne ratez pas l'occasion de me faire des suggestions. Je vous ai pas engagé à ça. Mais ça, c'est à titre privé. Ah oui, mais à titre privé, mais ça me sert justement. Oui, ça me sert justement à vos observations. Parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus. Et vous m'avez permis souvent de comprendre qu'effectivement, que tout ne va pas bien. Mais il faut que quelqu'un nous aide à cela. Vous croyez que Talon peut être contre le Bénin, contrairement à ce que Monseigneur Gaye dit, mais bon, c'est l'âge. Mais lui non plus, il n'a pas dit que Talon est contre le Bénin. C'est une image. Oui, j'ai pas dit non, qu'il aime le Bénin sans les Béninois. Ouais. Oui, mais cette image-là est mal choisie. Mais bon, je peux comprendre, hein, c'est son âge et tout. Mais en réalité, le président Talon sait bien l'effort qu'il demande à son peuple.
Et c'est cet effort-là qui permet d'avoir ce qu'on a. Très bientôt, ce serait déjà fini et nous pourrions manger 5 fois par jour au besoin. Mais attention, vous serez en surpoids. 5 fois, c'est déjà l'excès. Effectivement. Mais dites-nous, Bertin Corvée, pourquoi la rupture peine à trouver qui parler, qui la défendre? Mais moi, je le fais. Mais vous êtes l'une des rares personnes, je le disais tantôt. Parce que j'ai le sens de la parole et je sais communiquer. Vous savez, nombreux ont les mêmes informations, mais ils ne savent pas les utiliser. Ça, c'est un. Deuxième chose. Il y a nombreux qui se taisent aujourd'hui parce qu'ils sont restés 8 ans à rester dans la normocommunication au point de perdre l'habitude de parler. Je voudrais vous donner l'exemple de l'aigle élevé avec des poussins. Et au bout d'un temps, l'aigle finit par perdre l'habitude de voler. C'est ce qui en est d'arriver à beaucoup dans la normocommunication. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas que le sujet est difficile à défendre, Bertin Corvée? Le sujet est difficile, ça c'est vrai. Et ils ne retrouvent pas l'angle pour en parler. Et il y en a qui ne savent pas que ce n'est pas parce qu'on soutient le chef qu'on doit dire que tout est beau. Quand ce n'est pas beau, il faut dire que ce n'est pas beau. Mais quand même trouver pourquoi, malheureusement, on est amené à faire ce sacrifice-là. Et c'est ça qui manque, en fait, à nombreux. Croyant que, en disant la vérité des faits, le président va se fâcher contre eux. Non, le président Talon, pour celui que j'ai rencontré, il est au fait même de la... Il dit que lui-même souffre à voir son peuple souffrir. Mais on est en train de mettre les fondations. Je prends nos parents de Sinandé. J'étais à Sinandé, je crois, le 16, le samedi surpassé. Le 16 mai. Le 16 mai. Et les populations se plaignaient on ne leur permet pas de vendre leur soja au Togo, on ne leur permet pas de vendre leur acajou au Togo, etc. Je leur ai dit, vous avez raison, le président a tort de faire ça. Et ils étaient tous heureux de m'entendre dire que le président a tort de faire ça. Et par la suite, il a dit, bon, est-ce que vous avez quand même vu votre route telle qu'elle est faite? Ah, wallahi, ils sont tous commencé par apprécier que depuis que le Bénin est indépendant, qu'ils n'ont jamais eu de goudron sur cette route-là. Et ils ont tous commencé par bénir Talon. Je leur ai dit, bon, très bien. Si la route est faite, c'est parce que justement, on vous empêche de vendre votre soja et votre acajou au Togo. Et celui qui l'achète ici paye des taxes à force de vous acheter votre acajou. Quand le soja est travaillé ici, le tourteau est utilisé pour notre élevage. Quand le soja est usiné ici, ça fait travailler des Béninois, ça crée de l'emploi. Donc, il y a une économie qui se crée grâce à votre soja. Et je leur ai dit, quand vous prenez le prix du soja au Bénin et le prix du soja au Togo, et quand vous enlevez le transport, le coût du transport, vous vous rendez compte qu'au Bénin, vous gagnez encore 5 francs de plus que le prix du Togo. Donc en réalité au Togo ce n'est pas mieux qu'au Bénin, c'est le transport qui est ajouté. Mais quand j'ai fait cet exercice, on dit alors pourquoi on ne vient pas nous parler en ces termes pour que nous comprenions que en réalité la route qu'on fait, c'est nous qui cotisons pour qu'on nous fasse la route. Je dis mais oui, mais le président n'a jamais dit que c'est son argent. Si quelqu'un vous dit que le président il faut le féliciter. Et là vous situez la faute où, Bertin Corvée? Est-ce les paysans ou la gouvernance encore une fois? Cette gouvernance qui place les pieds sur les routes d'accès au Togo, ces choix bizarres, ces choix violents qu'on fait. Oui, non, on devait au fait éduquer les populations à comprendre la notion de l'économie, à comprendre qu'en réalité tout l'argent dont dispose l'État ne sort pas du ciel, mais que c'est leur contribution. Quand ils comprendront que c'est leur contribution qui permet de réaliser des choses, ils n'auront pas du mal à participer. Mais malheureusement, la classe politique ou bien l'homme politique infantilise nos populations. On ne leur explique pas le bien fondé de l'effort qu'on leur demande de faire. L'homme politique, c'est bien générique pour couvrir la rupture, pour couvrir Patrice Talon. N'est-ce pas lui qui fait ses choix? Donc c'est à Talon d'aller parler, d'expliquer aux populations. Qui a dit aujourd'hui d'aller faire cette tournée d'explication? Ah, c'est Talon selon vous? Cela est sûr. C'est en pleine réunion, non? Qu'il a demandé ça. Mais c'est un gouvernement. Et ils se sont entendus. Bon, j'étais pas au courant. Si, c'est en rencontrant aussi bien les députés du BIE que de l'UP et les autres cadres de ces deux partis, jusqu'à Moël, RN, tout le reste. Il semble que je vous informe de votre maison. Ah, ben non, vous me l'apprenez. Merci, et je prends acte. Et si c'est le président qui a vraiment initié ça, ce fut une bonne chose. Je dois vous faire une confidence. Je trouvais l'initiative un peu tirée par les cheveux. Mais à Parakou, mardi, oui, quand j'ai écouté tel que les propos ont été tenus, j'ai compris que ce n'était pas pour aller dire aux paysans égrener ou bien tirer un chapelet de ce qu'on a réalisé, non.
l'objectif était d'aller leur rappeler le contrat pris avec les populations, en tout cas de Parakou. Le maire a égrené ce que les populations avaient réclamé en 2021, ce qui a pu être fait, ce qui n'est pas encore fait, et ce qui est en cours, et le ministre ABT s'est engagé à ce que ce qui n'est pas encore fait pourra être fait. Et on leur a expliqué qu'effectivement on leur demande un effort surhumain, qu'ils le concèdent, qu'ils le conçoivent, mais très bientôt, on aurait passé l'étape des infrastructures, qu'on va se mettre à manger 6 fois au besoin, comme je vous disais. Mais vous qui n'êtes pas gros, si vous grossissez, c'est grave. C'est peut-être bien de la démagogie. Vous êtes politique. Non, c'est pas de la démagogie. Pour ce que je connais du ministre Ablaye Biotchani. Et c'est bien possible, je viens de vous dire, que en 2026, enfin, à partir de 2026, la mouvance actuelle tient à ce que la rigueur qu'on connaît à la gestion actuelle soit maintenue. Et pour ça, nous allons trouver un binôme dans tout ce groupe-là pour pouvoir continuer à lever les briques, parce que là, c'est la fondation. Vous n'êtes pas pressé de parler de 2026. On va y arriver. Non, mais finalement, il faut retenir que Patrice Talon est un incompris. Que Dieu vous bénisse. Au Vignan. Non, sérieusement. Oui. Je trouve que Patrice Talon est un incompris. Et je trouve que mes amis de la mouvance ne m'en tiennent pas rigueur. Je trouve une incompétence à notre communication, à la rupture, au fait. Un pied à Wilfried Liang-Mbedi. Wilfried Liang-Mbedi n'est pas à la rupture. Lui fait une communication institutionnelle. Ce sont deux choses différentes. Et il le fait très bien. Il fait bien son travail en tant que porte-parole du gouvernement. Ce sont les relais dans en justifiant tout et rien. Bon, Wilfried Liang-Mbedi, quand même, est un journaliste pigiste. Il n'a pas travaillé devant le micro, il n'a pas travaillé à la radio ni à la télévision. Donc, il est forcément bon à l'écrit, mais pas à venir et parler. Donc, ça se ressent un peu. Mais il parle bien, non? Il parle bien, oui, mais ça ne suffit pas. Il ne fait pas de la psychologie. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a des questions qu'on lui pose que moi, alors que je suis informé, je dis, ah bon, vous me l'apprenez. Je vais vérifier. Et je ne réponds pas. Mais malheureusement, il cherche à répondre à tout, bientôt justifier. Moi, écoutez, vous me posez la question, je sais bien de quoi vous parlez. Ah bon, vous me l'apprenez? Ok, je vais vérifier. Merci beaucoup. Ça, c'est la dimension politique, par ailleurs. Mais c'est ça qui manque. Il fait la communication institutionnelle, et c'est bien, mais il est à un poste qui a un brin de politique qu'il faut qu'il ajoute. Alors, vous disiez-vous tantôt, de la communication plus globale de la rupture, oui, qui est en panne, qui est carrément incompétente, pour ne pas dire que ce sont les incompétents qui l'ont su. Ce sont vos mots. Vous l'avez dit, et je le partage avec vous. Oui, je l'assume. La communication politique, c'est mon métier. Je n'ai vécu que de cela. C'est ça qui nous manque, au fait. Je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement qui a fait autant d'infrastructures, qu'on aime alors qu'on ne l'aime pas, il a réussi au-delà de ce que je croyais. J'ai été quand même c'est moi, commandant en chef. Le président d'hier. Ah oui, non. Donc, mais j'ai été surpris. C'est d'ailleurs ce qui fait que je pardonne même mes 6 mois de prison, mes 2 ans sans passeport béninois, l'exil, tout le reste. Parce que le résultat... En fait, c'est là où vous avez vu Israël. C'est là où vous avez vu la terre promise. En tout cas, je suis en train de voir que quelque chose se fait dans le pays. Mais il faudrait que nous améliorions notre communication. Sinon, les populations ne comprennent pas. Je vous dis, je vais être sincère avec vous. Si on n'améliore pas notre communication, on aura du mal à vraiment convaincre le jour de chasse. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien, il ne fera que vous mordre. Nous avons 2 ans pour faire de la pédagogie, de l'andragogie, faire comprendre aux Béninois que les routes que Talon fait, ce n'est pas pour aller dans son village, ce n'est pas pour aller dans son champ. Les infrastructures, l'eau qu'on donne partout, l'électricité, c'est vrai, c'est le rôle d'un chef, c'est sûr, mais les sacrifices qui nous amènent à concéder font que nous arrivons à atteindre ces objectifs-là. Mais à quel prix? À ce que nous mourions un peu de faim. C'est vrai, je le concède aussi. Mais la faim n'a jamais tué personne. Mais trop de faim, par contre, peut tuer. Donc, on va mesurer la durée. Et si j'avais toute la plénitude pour décider, moi, je dirais, à la fin 2024, on laisse infrastructure, route et machin, et on investit
dans le secteur qui aura d'impact directement sur les populations pour qu'elles commencent pas à manger 4 fois par jour. Mais c'est pas moi le président. Mais on l'a démontré également au cours de cette même émission, quand on réalise un certain nombre d'infrastructures, cela va avec d'autres contraintes, d'autres difficultés à vivre. Vous avez parlé tantôt des loyers qui sont augmentés. Finalement, c'est chimérique. Disons, cette belle vie-là que vous nous miroitez, que vous miroitez aux Béninois. Mais vous m'inquiétez, donc vous n'êtes pas fier d'avoir une ville telle que vous l'avez. Moi, j'ai une amie sierra-léonaise qui est présentement à Cotonou. Mais elle est en train de m'appeler, dire, your city is beautiful, your city is beautiful. Elle ne fait que dire ça. Mais je suis allé au Gabon. Elle ne vit pas au Bénin. Non. Elle est en vacances. Ça, elle est en tourisme. Non, elle est venue pour un forum. Elle parle jeudi. Ça, c'est vrai. Mais je suis allé au Gabon. Même les plus hautes autorités trouvent que quelque chose de bien a été fait. Il s'agit maintenant d'ajouter, d'accompagner ce qui se fait à un pan de politique que d'aucuns appellent social, mais en réalité, ce n'est pas ce que les Béninois comprennent par social. Je vous ai dit, il faut aménager, viabiliser des terres agricoles supplémentaires, produire assez. Il faut que notre armée crée un génie agricole. Vous avez déjà dit tout ça. Je vais vous poser une question. Oui. Patrice Talon a-t-il besoin d'être aussi violent, aussi, on va dire méchant? Je ne sais pas si c'est moi qui suis méchant de dire qu'il est méchant, d'être aussi brutal dans sa gouvernance pour réaliser tout ce que vous avez cité là? Ah bon, expliquez-moi ce que je voudrais comprendre ce que vous mettez dans violent ou bien brutal ou méchant. Oh, mais écoutez, une fois la criette, une fois mistreté, le professeur Joël Aïvo, tous ces centaines de jeunes qui, pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans, sont en prison, pas de marche, ceci, cela. Vous pensez que on a besoin, on est obligé de faire ça pour diriger un pays? Alors, il faut à chacun son rôle dans la République. Ce n'est pas le président qui décide de qui marche ou qui ne marche pas. Mais je croyais que vous m'aviez dit en off que le président a bien fait, ou plutôt la rupture a bien fait de laisser les syndicalistes marcher la dernière fois. Mais attendez. Parce que vous avez vu finalement que c'est contre-productif de leur avoir interdit de marcher, non? Oui, mais vous avez dit vous-même que ayant marché, ça a décrypté et ça n'a même plus créé la tension que les gens voulaient. Mais c'est du bon sens, non? Très bien. Donc je vous dis, vous savez, on ne peut pas tout connaître. Maintenant que nous avons tiré le son de quand les gens veulent se défouler, ils veulent faire un peu de sport, il faut leur permettre de faire le sport. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de protestation. Ça fait partie des acquis de la démocratie. Marcher, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc que les gens se marchent ne veut pas dire que les choses vont mal. En fait, accorder un peu de liberté, ça ne tue pas les réalisations, tout ceci. Oui, mais ce n'est pas le président seul. Est-ce ça, oui ou non? Je dis, c'est pas le président seul qui décide, mais le président est un homme amoureux de la liberté individuelle et publique par excellence. Donc, les lois liberticides qui ont été prises par la 8e législature, un peu déjà la 7e législature, vous pensez que Patrice Talon n'en sait rien, n'en voulait pas, mais il n'a jamais dit encore non? Eh ben, écoutez, c'est pour ça que j'ai toujours accusé Maître Adrien Humbedi et le professeur Joseph Fifa Medjogbenou d'être les pourfendeurs de notre vivre ensemble. Patrice a chacun son rôle dans la République. Lui, le président, Adrien était au Parlement, Djogbenou à la Cour. S'ils n'étaient pas d'accord, il leur appartenait de dire non, ce sont eux que moi je peux accuser. Mais qui est le bénéficiaire de ces lois? Mais c'est tout le peuple béninois. Talon va partir et même si vous veniez, vous allez les appliquer. Et nous avions tous dit que la 8e législature, c'était un Parlement gaudio. Bon, ça n'a pas changé. Pourquoi subitement vous voulez accuser le président de ça? C'est un Parlement donc, gaudio. Il n'en sait rien, je vous repose la question. Je crains qu'il n'ait rien su de cela. Ça, c'est comme la réponse que vous suggériez à Wilfried. Mais vous ferez un bon élève, vous. Bon, soit. Merci pour la vue. Ah ben voilà, vous voulez que je vous dise de quoi? La loi est la loi, c'est le rate au juste. Est-ce que cette gouvernance aussi brutale, comme ça n'a pas finalement tué l'essentiel? C'est qu'il a pu faire de beau, c'est qu'il a fait de beau. En réalité, je veux être fond de collier. Le drame du président Patrice Talon a été quand il a été élu alors que une bonne partie de la classe politique attendait plutôt Zinso pour le après nous, c'est nous. Donc, presque la moitié des Béninois, parce que moi je prends ceux qui ont voté au premier tour, ce sont eux que je compte, ceux qu'on a
ralliés au second tour en réalité ne comptent pas. Ils sont 20% pour ce qui est de Patrice Talon. Non, 23. 23%. Oui, et Zizou 28. Alors les autres sont venus le soutenir par défaut. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu président, mais en réalité ceux qui l'ont élu sont les 23% du début. Je ne me raconte pas des histoires. Ce qui fait que très tôt, ceux qui sont venus opportunément, n'ayant pas eu ce qu'ils voulaient, ou s'opposer, sont devenus subitement opposants. Ça, c'est un. Le second problème a été la guéguerre Yahi Talon qui a continué. Et Talon avait besoin d'avoir une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir vraiment garder le pouvoir. Malheureusement, j'en ai souffert, d'autres en ont souffert. Et moi, j'ai vite compris l'essentiel. Ce qui a manqué à d'autres, et bon, ils se sont créés des difficultés eux-mêmes, croyant que la démocratie, que c'était un slogan. Non, c'est comprendre l'essentiel, c'est rejoindre Talon? Non, pas forcément. Mais l'essentiel... c'est ce que vous avez fait? Non, l'essentiel, il fallait préserver la paix et le vivre ensemble. Et moi, vous me connaissez très bien. Si je n'avais pas appelé à la pacification, les jeunes qui oublient que l'État a la violence légitime se seraient opposés à l'État et je ne sais pas ce que cela aurait donné. J'ai préféré être traité de tous les noms d'oiseaux, de peureux, de quelqu'un qui a abandonné sa lutte pour préserver peu. Voilà ce que j'ai fait. Malgré ces infrastructures, malgré tout ce qu'il a pu faire de beau, les Béninois sont pressés de voir Patrice Talon partir et vous leur avez comme donné de l'espoir en disant au cours de votre conférence de presse il y a quelques jours que vous l'avez rencontré, qu'il a dit qu'un d'un troisième mandat, il n'en veut pas. Et la main sur le cœur, il a dit, et moi je l'ai cru. Vous savez, si j'avais entendu ça dans un discours à la télévision, j'aurais pas cru. Mais je l'ai vu au Djoukodjou, les yeux dans les yeux. Et moi, si quelqu'un ment, je peux le savoir. Et il n'y avait pas une feinte dans ce qu'il disait. Parce que il pense que si il faut forcément que lui ait un troisième mandat, en réalité, ça reviendrait à avoir échoué. Mais un enfant impoli de Wando, vous direz que ce n'est pas la première fois que Patrice Talon ment? C'est sûr. Vous avez dit un enfant impoli, Dieu merci. Et comme moi, je n'écoute pas les enfants impolis, leur avis m'importe peu. Ce que je veux dire, par contre, je lui ai posé la question. Parce que moi, je lui demandais de faire un troisième mandat. Parce que je tiens à la rigueur de la construction qu'on est en train de faire. Et j'ai donné mon argumentaire. Il m'a dit qu'au ça ne suffit pas. Si on peut pas... Vous teniez à ce qu'il fasse un troisième mandat? Oui. Vous le lui avez dit? Je le lui ai dit, oui. C'était quand cette rencontre? Mais le 20, le Saint-Esprit est descendu. Nous avons partagé les fusions du Saint-Esprit le lundi 20 mai. Le 20 mai dernier. Oui. Et il m'a dit, si je fais ça, au fait, d'abord, je vais détruire le pays, ce que je ne veux pas. S'il fait un troisième mandat. Il va détruire le pays parce que les Béninois sont attachés à ce qu'il y ait alternance chaque 10 ans. Ça, c'est un. Et il y tient beaucoup, parce que ça a une valeur à ses yeux. Deuxième chose, quand un pays ne peut pas remplacer un homme, c'est que ce pays-là court un danger. Personnel. Il dit, mais est-ce que je n'étais pas là un jour? Alors, donc, le Bénin va faire continuer. Il faudrait que nous trouvions un mécanisme pour que, au sein de ceux qui soutiennent le développement économique actuel, on puisse désigner un binôme qui puisse continuer la tâche. Les Chinois sont au pouvoir, le PCT est au pouvoir depuis 66 ans maintenant, et les Iraniens depuis combien d'années, etc. Et ça continue de construire. Et pourtant, ils ont une opposition. Oui, donc nous permettrons à notre opposition actuelle de rester encore opposition en 2026. Donc vous êtes en voie de construire un pouvoir la chinoise à l'iranienne. Personne n'a dit cela, mais nous sommes en train de... C'est pour vous donner un exemple. Vous voulez commettre une erreur alors? Non, c'est pas une erreur. J'assume ce que je dis, mais ce que nous voulons, parce que ce n'est pas un pouvoir à la chinoise, mais un pouvoir où il y a une dynamique au sein de la même mouvance, il y a une idéologie, il y a une vision, mais qui se transmet de pouvoir en pouvoir, enfin de personne en personne, pour que la construction se fasse. Faut pas qu'on amène un aventurier, et comme j'en écoute nombreux, qui veulent, quand nous serons là, vous allez manger 3 fois par jour. Oui, mais vous avez promis 5 fois tantôt. Oui. 6 fois. J'ai dit, en construisant l'économie fondamentale pour le développement visage humain. Nombreux parlent de développement sans dire comment y parvenir. Et c'est tout le problème, ça. Je vous ai dit, en 2026, celui qui sera au pouvoir, il sera de la mouvance par la grâce de Dieu. Et nous allons, si ce n'est pas nous-mêmes, pourquoi pas, je suis aussi béninois,
si ce n'est pas nous-mêmes, nous allons quand même le soutenir, l'aider à construire les fondamentaux d'un développement à visage humain après que le président Talon ait déjà mis les fondamentaux du développement, qui sont les infrastructures de base. Mais c'est établi que Patrice Talon part en 2026. Ça, c'est une vérité mathématique et ça vient de lui et je l'ai cru. Il a dit, l'univers intelligent l'a entendu. Et je le crois. Mais comment croire quelqu'un qui hier a dit qu'il fera un mandat et un seul mandat, il en fera même un devoir moral, et qui aujourd'hui est au second mandat. Oui, peut-être au deuxième. Oui, mais attendez, je vais vous surprendre, peut-être vous décevoir. Ces discours-là sont écrits par d'autres. Vous êtes sûr que c'est le président qui avait écrit ce discours qu'il a lu? Mais même à la télé, c'est quelqu'un qui lui avait écrit ça. À la télé, dans des interviews, dans des entretiens, oui, mais, il a répété à 1000 fois. Oui, mais c'est ça justement le problème. Vous allez être surpris. La plupart des hommes politiques, leur programme est écrit par autrui, le discours est écrit par autrui. À un moment donné, ils partagent ça sans savoir ce que la réalité du pouvoir sera. En réalité, il n'a jamais été sincère. Non, c'est pas. On lui a fait dire ce qu'il vous a dit. Et la réalité du pouvoir l'a amené à comprendre que c'était pas possible. D'ailleurs, Yaya Jammeh, qui n'est pas mon ami, avait ri quand le président disait, il dit, oh, on l'a trompé dans ce discours-là. Comment peut-il dire ça? Yaya Jammeh, l'ancien président de la Gambie. Pour dire, oh, il fera un second mandat, ne l'écoutez pas. Parce qu'il n'a pas encore compris le pouvoir. Yaya Jammeh, qui a fait 22 ans, certainement avait raison. Quand le président Talon a compris le pouvoir, c'est maintenant lui qui s'est exprimé. Donc, en plus, la Constitution lui permettait d'avoir un second mandat. Et en 2021, notre pays était dans une crise accentuée et express. Vous le voyez laisser le pays dans cet état-là. Il a été obligé, c'est ce que je crois, je ne lui ai pas posé la question sur ça, mais je crois qu'il a été obligé d'assumer encore la charge pour pacifier le pays. Et vous voyez avec moi que le pays est pacifié depuis 2021. Vous parlez de Haïvo, vous allez aussi parler de Madougou. C'est malheureux qu'il soit toujours en prison, mais sur ce plateau, je vous ai toujours dit que tant qu'ils ne poseront pas un acte qui montre qu'ils reconnaissent l'autorité de Patrice Talon, ils reconnaissent le pouvoir établi, il sera difficile qu'on puisse trouver un mécanisme pour les élargir. Je vous l'ai dit plusieurs fois ici. Mais êtes-vous fondé à croire que ceux dont on les accuse, ils l'ont fait? Le croyez-vous vraiment, Mais le problème n'est pas, je ne suis pas dans une église, moi. Moi, je ne crois qu'en Allah. Le tout. Non, ne fuyez pas encore. Non, il va vous répondre. J'ai jamais voulu chercher le fond du sujet. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas certain qu'il est même un fond, un vrai? Non, j'en sais rien, puisque c'est à eux qui vous posent la question et ceux qui les accusent. Je vais prendre mon propre exemple. J'ai été quand même accusé et in fine, j'ai pu prouver que j'étais innocent. Mais ceux qui m'accusaient étaient convaincus que j'étais coupable. Peut-être qu'ils sont innocents, c'est de l'ordre du possible. Je connais plein d'Américains. C'est de l'ordre du politique et de la mauvaise politique aussi, par ailleurs. Je n'ai pas dit ça. Je connais des Américains un Américain a fait 40 ans de prison pour qu'après on le déclare innocent. 40 ans. On a failli l'exécuter plusieurs fois. Pour vous dire, la justice même peut se tromper. Et maintenant, quand la justice même se serait trompée, nous sommes d'abord en politique. Et il faut poser d'actes politiques. Mais ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Sur ce même plateau. Parlons du départ de Patrice Talon. Parce que beaucoup ont du mal à quoi. Dites, Pétain Kovi, il veut partir, mais il ne veut pas qu'on parle de sa succession. Mais pourquoi vous voulez... N'est-ce pas paradoxal, ça? Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Comment il n'en parle pas? Mais vous n'avez pas entendu dire qu'on n'en parle pas et qu'il a fait sortir des gens qui ont osé dire non. Voilà quelqu'un d'autre, voilà telle personne, notre préférence pour vous remplacer. Oui, mais écoutez, ça fait, donc si, parlons de mon frère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parlons de mon frère Olivier Boko, que j'appelle affectueusement le vice-président. S'il doit être président là, ce sont ceux-là que je vois là qui doivent l'annoncer à Patrice Talon et au monde. Bon, parlons de... Bon, attends, il n'y a que lui, je ne connais pas un autre dont on parle. Donc, le casting est mal choisi. C'est dire ça. Vous n'êtes pas encore au courant que Johannes Dagnon également en froid qu'il est même parti ou serait parti du pays, du Bénin? Ah oui, à ce point-là.
Bon, je vais lui écrire. Ça, c'est encore une fois la réponse. Non, que vous suggérez à Wilfried Léa. Non, je vais lui écrire pour savoir pourquoi il serait parti. Parce que c'est seulement maintenant que vous apprenez. Non, c'est maintenant que j'apprends. Je sais qu'il n'est plus à son poste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cela. Je lui ai quand même dit. Pourquoi subitement attendez. Vous n'êtes pas curieux. Non. Vous ne cherchez pas à savoir. Non, je lui ai écrit. Vous vivez toujours au Bénin? Non, j'étais au Gabon quand il est parti. Et depuis, vous n'êtes plus revenu. Attendez, quand je suis revenu, je lui ai écrit. Je lui ai dit, en dépit de tout, il restera mon ami. À qui? À Johannes Dayon? Ah oui. Moi, je lui ai dit, maintenant que tu n'es plus à ton poste là, nombreux parmi ne vont plus te créer ou bien répondre. Tu peux être certain que je vais te répondre, je viens te rendre visite. Ça n'entachera pas mon soutien à Talon et ma fidélité à Talon. Maintenant, je lui ai dit, si un Dayon et un Talon ne s'entendent pas, c'est pas un Corvi qui va en parler. Entre l'Arbre et l'Écosse, on ne met pas le doigt. Trouvez un moyen de vous entendre parce que ça fait désordre. Mais qu'est-ce qui les oppose? Ah, j'en sais rien. Mais vous avez causé avec le vous savez, je n'aime pas la curiosité maladive parce que ça a tué le chat. Donc, je ne lui ai rien demandé de ce côté-là. J'ai juste dit qu'il trouve un moyen. Il peut ne pas être dans le gouvernement, mais il faut qu'il reste des frères. Il faut qu'il continue de nous aider à construire le pays. Excusez-moi, vous parliez d'Olivier Bokor tantôt. Oui, Olivier Bokor, c'est mon frère et ami. Et je suis allé le voir, lui poser la question. Mon frère, es-tu candidat? Il m'a dit que lui n'est candidat à rien, que ce sont d'autres qui parcourent le pays, qui estiment. J'ai dit, dans ce pays-là, on se connaît. Et il trouve l'argent là d'où? Il dit, que lui ne sait pas. Bon, le jour où Bokor me dira qu'il est candidat, peut-être que j'aviserai. Et quand il a fini de me dire qu'il est candidat, j'irai voir Patrice Talon pour dire, Bokor nous a dit qu'il est candidat. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai une équation. Et Beloko va exaucer ce que je dis. Nous sommes à Porto-Novo. J'ai dit, personne qui ne soit plus âgé que moi là ne sera président en 2026. Ça là, non. On ne veut pas. Malheur au pays dont le président ou bien le roi a un enfant. C'est la Bible qui en parle, Ecclésiaste 10, verset 16. Mais c'est Talon qui est le chef d'orchestre. C'est à lui de nous proposer in fine un candidat. Et s'il dit qu'il veut la catastrophe, qu'il veut d'un enfant, je me soumettrai. Mais cet enfant ne sera pas élu. Alors, Olivier Bokor peut-il être le candidat, le choix de Patrice Talon en 2026? Ben, j'en sais rien. On attend de voir. Mais aujourd'hui, ça fait désordre de parcourir le pays à dire Olivier Bokor. Et quand mais ça n'a pas cessé. Oh, c'est même la preuve que nous sommes en démocratie. Parce que sous d'autres cieux, on les aurait arrêtés. Ceux qui font cette pagaille-là. On les aurait arrêtés. Même, bon, Talon s'amuse à les voir jouer au soutien de Bokor. Mais dans des pays comme le Bénin aujourd'hui, on peut simuler aussi la démocratie. Ah non, on est en démocratie. On est vraiment en démocratie. Mais sinon, vous ne serez pas de poser toutes les questions que vous posez là sous d'autres cieux. Tous les journalistes n'osent pas poser ces questions-là, justement. Non, parce qu'ils ne veulent pas. Vous n'avez pas trois têtes quand même. Et vous les posez, rien ne vous arrive. Et vous les posez parce que vous n'êtes pas un journaliste alimentaire. Vous n'êtes pas un journaliste intéressé. Vous n'êtes pas un journaliste qui veut les prébendes, qui veut les faveurs indues. C'est ce qui vous fait parler. C'est comme moi, dans la mouvance, je peux déplaire. Vous m'avez quand même suivi à Malanville. Vous n'avez pas oublié quand même. Ben, on s'était opposé à la décision de la CEDEAO et du président Patrice Talon et Tinubu et autres. Bon, l'histoire finit par nous donner raison. Mais nous l'avons fait tout en soutenant Talon. Ce que d'autres n'ont pas admis, n'ont pas accepté, aujourd'hui, ils lisent leur. Bertin Corvi, certains pensent que Patrice Talon ne partira jamais du pouvoir de sa propre volonté, ne partira jamais du pouvoir après des élections, on va dire, libres, transparentes, loyales. Patrice Talon ne partira pas du pouvoir ainsi. Il organise 100 élections, il gagnera les 100 élections. Ben, s'il gagne les 100 élections, c'est parce que il sait organiser les élections. Ah bon, vous pensez il gagne ou il gagne? J'ai jamais dit ça. Mais vous dites, tant qu'il a organisé les élections, comment non? Mais d'abord, avec tout ce qu'on a comme bilan. Les Béninois se plaignent aujourd'hui, mais avant d'aller voter, ils vont prendre les routes. Mais vous savez que l'opinion béninoise n'est pas en faveur de Patrice Talon, malgré tout. Malgré toutes ces réalisations. Attendez, si on doit faire sa vie, mais tout le monde ne peut pas bien parler de Talon. S'il doit se préoccuper de ça, il ne fera rien de sa vie, de sa gouvernance. Mais en démocratie, c'est l'arithmétique. Si tout le monde ne parle pas bien de lui, si c'est une minorité, il perd les élections. Oui, mais ce n'est pas parce que les gens parlent mal de lui que forcément dans les urnes, ils ne vont pas voter pour lui.
Vous pensez? Ah ben ça arrive, oui. C'est mystique, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas mystique. Et il retrouve le bon sens devant l'une. Ah! Mais sérieusement, vous le dites sans sourire, Ah non, mais je suis sérieux. Ah non, ça dit. Comment ça peut se faire? Mais en allant voter. Vous êtes un acteur politique. Non, ils sont vous êtes politique, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Vous savez que les Béninois sont pas ce que vous dites, ils sont pas en voté. Non, mais les votants sont cartésiens. À la dernière minute. Bon, très bien, je vous prends un exemple. Mais qu'est-ce que les Béninois disaient? Zinsouero, Zodoué, Talon et Aïki, c'est ça non? Talon Zoué, avant Talon, il a voté ça. Mais comment ça se fait? Expliquez-nous sérieusement. Mais au fait, ne faut pas vous fier à ce que les gens disent et croire que c'est ce qui va décider leur suffrage. Mais sérieusement, les gens cartésiens pensent que on ne peut jamais avoir une élection transparente. En tout cas, les mécanismes ne sont pas en place pour qu'on ait des élections transparentes et que si Talon veut, il gagne ou il gagne et que c'est sa volonté. Ah donc les mécanismes ne sont pas... Bon, je ne suis pas au Parlement et je ne suis pas à la Sénat. Mais avec cette Cour constitutionnelle, Bertin Convy, on connaît votre sincérité, avec cette Cour constitutionnelle, n'est-elle pas en faveur de Patrice Talon? La Sénat n'est-elle pas en faveur de Patrice Talon? Bon, alors, la liste électorale, n'a-t-il pas tout pour lui aujourd'hui? Non, attendez, la Cour, il y a une seule personne qui me convainc que la Cour, j'ai rien à craindre de la Cour. Comment il s'appelle, notre syndicaliste qui faisait sortir Michel Adjaka, vous le dites. Alors, fille de Michel Adjaka, Michel Adjaka est là, il est au locho, c'est votre caution. Ah non, après c'est la caution de tout le monde. C'est un homme droit. Les autres, je ne les connais pas. Et même le professeur Sosa, je ne crains rien, mais Adjaka est là, au AC Maoulé, ouais. Pourquoi? Ça, c'est un. Mais Bertin Convy, on a déjà vu la Cour à l'œuvre. Pensez-vous que ce code électoral est normal, peut être, enfin, ce document qui amène aux élections dans un pays normal? Ce code électoral est un code électoral barbare, je vous le conseille. Non, vous le concédez ou vous l'affirmez? Je l'affirme. Mais il est utile pour tout le monde. Puisque comment? Mais c'est le même code qui va mener BR, UPR, LD et quiconque aux élections, non? C'est pas un code fait pour LD, ni fait pour BR, ni fait pour UPR. C'est un code qui est fait Pourtant, Dorothée Sosa, Michel Adjaka et consorts ont validé ce code en l'état. Oui, mais tout simplement parce que le code permet de voir qui est garçon maintenant parmi la classe politique, les partis politiques. En fait, ils vont maintenant se battre. Ils ont maintenant le devoir. Le code nous oblige à vraiment avoir un ensemble politique solide. Sinon, même le BN a les mêmes conditions que LD. Mais pour nombre d'observateurs, Patrice Talon a plié le match à travers le code. En réalité. Ah bon, il a plié quel match? 2026. C'est vrai? Ah bon, vous me l'apprenez. Si c'était le cas. En quoi il est donc barbare, comme vous le disiez tantôt? Il est barbare parce qu'il donne des conditions difficiles. Il pousse les partis politiques à aller chercher les 62% de Béninois qui ont formé l'abstention, qui sont en réalité le plus grand parti au Bénin. Quand on me dit UPR, le parti le plus, je dis non, c'est faux. Le seul parti le plus grand au Bénin, là, c'est l'abstention, 62%. Le code, son barbarisme, c'est parce qu'il oblige LD, il oblige BR, il oblige UPR à aller convaincre les 62% qui n'avaient pas voté. Sinon, on risque de ne même avoir personne élu. Les élections peuvent être transparentes, justes en 2026? Les élections ont toujours été transparentes, justes et équitables dans ce pays. Depuis 2016, vous le pensez sincèrement, Bertin Convy? Je n'ai pas la preuve au contraire. Comment vous voulez que je dise autre chose? Vous avez la preuve contraire, vous? Bon, on va pas... Parce que vous n'avez pas été candidat. Je ne trouve pas vraiment votre réponse sincère, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Non, la sincérité de ma réponse n'a rien à voir. Je parle des faits. Parce que si je dis qu'elle n'a pas été sincère, je me base sur quoi, en fait? Je pourrais pas être... On n'a plus assez de temps. On va quand même parler du Niger, pays que vous avez défendu contre la CEDEAO, contre le Bénin, ce pays qui n'a pas fini d'être en crise avec le Bénin. Finalement, la crise est devenue, au lieu de la CEDEAO, la crise du Bénin, Bertin Convy. C'est ce que je disais, c'est ce que je craignais. Nous étions à Malanville ensemble, Dieu merci. En septembre dernier, où j'ai dit, à la fin, quand la CEDEAO, tout le monde va retrouver son esprit, ça va se muer en crise Bénin-Niger. Et que je ne sais pas si les Béninois pourront vraiment comprendre. Parce que quand on va ouvrir là, le Niger va refuser d'ouvrir.
Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Par contre, vous m'avez vu m'opposer à ce qui se dit. Parce que j'ai défendu le Niger sur la base de la vérité. Je défends aujourd'hui le Bénin sur aussi la base de la vérité. Les affabulations, non. Et aujourd'hui, vous avez, nombreux disent, Talon a fermé le fleuve. Je vais vous poser une question. Il y a quelques jours, 12 malheureux Béninois sont morts dans le Nokoué, en quittant Tokpa pour Porto-Novo. On a des Béninois qui sont morts en Tunisie, noyés. Voici un pont qui est construit pour faciliter la traversée d'un fleuve, le fleuve Niger. Le Niger ferme Gaïa pendant que Malanville est ouvert et laisse les gens passer par le fleuve. Il y a plus de 500 000 personnes qui passent par jour dans des pirogues de fortune. Nous étions allés ensemble, vous et moi, acheter des chambres à air pour que si jamais il y a accident, les gens ne meurent pas. Vous n'avez pas pu oublier. Ils passent sans bouée de sauvetage. Rien du tout. Ils ne prennent aucune précaution. Vous croyez qu'un État sérieux comme le nôtre va laisser nos frères nigériens courir le risque de se noyer? Ça, c'est un. 2. Le Niger dit craindre qu'on les attaque à partir du Bénin, n'est-ce pas? Et laisse les gens traverser le fleuve sans qu'on ne sache qui traverse. À imaginer que des barbus attaquent à partir du Bénin le Niger. Comment le Bénin peut prouver que ce n'est pas l'œuvre de Patrice Talon? Mais comment vous qui vous plaignez que la frontière soit fermée, reste fermée, comment l'issue ou les rares issues qu'il avait, vous fermez ça également? C'est incompréhensible, c'est contradictoire, non? Est-ce que vous m'avez écouté? Je dis le fleuve. Et nous étions au bord du fleuve. Vous avez vu ce qui... Bien sûr, c'est vous qui défendez maintenant les Nigériens, c'est vous qui prenez à cœur la cause des Nigériens, la vie des Nigériens. Mais oui, mais c'est pour ça que j'avais offert des chambres à air. Nous étions allés ensemble les choisir. Bien sûr, j'en suis témoin. Mais c'est pas vous qui avez pris la décision de fermer le fleuve, l'issue du fleuve aujourd'hui. C'est le Niger qui a gardé... non, c'est nous qui avons fermé le fleuve pour éviter des accidents. Nous sommes un État responsable. On a malheureusement plus beaucoup de temps, Bertin Kovi, pour ce sujet. Dites-nous, quelle pourrait être l'issue de cette crise? Oh, ça va nous passer, ça va nous passer, nous qui, Béninois? Béninois et Nigériens. D'ailleurs, les Nigériens ont commencé déjà à poser la question à leur gouvernement. Vous fermez la frontière, si vous parliez à Oussa, non, Germain vous envoie un audio. Moi, j'ai gardé toujours mes liens avec les Nigériens avec qui on avait combattu la CEDEAO, le président Patrice Talon et ses collègues. J'ai gardé et j'ai continué de faire la pédagogie pour leur expliquer. Il n'y a pas de... Bon, Madekali, on dit... Madekali, c'était une fausse alerte. Tonrou, c'est totalement faux. Kandi, vous savez mieux que moi, c'est faux. Le parc, ce qu'ils appellent très bien, on dit qu'il y a même une... Maintenant, que faire pour, disons, clarifier tout ça là, selon vous? Nous sommes en train d'inviter les Nigériens à venir ou bien envoyer une équipe ici pour vérifier, mais ça je ne vais pas, un travail de souterrain. Vous n'allez pas tout dévoiler. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y en est de la médiation chinoise? On a l'impression que, une fois le débarquement, l'embarquement du pétrole réglé, les Chinois se sont volatilisés. Les Chinois rient de deux pays pauvres qui ne pensent pas à leurs propres intérêts, qui se font la guerre. Les Chinois eux, ce qui les intéressait, c'est leur pétrole. Et en la matière, c'est le Bénin qui avait toujours raison. Même en faisant ça, c'est comme une escalade, ça? Non, le Bénin avait raison. Malheureusement, RFI n'a pas permis au président de communiquer comme il fallait. Comment? Qu'est-ce que RFI a à voir avec? Très bien. RFI a tout à voir. Et RFI a tendu le micro au président qui s'est exprimé alors que Wilfried Léon Humbedi aurait dû être celui qui sanctionne ce que dit le président et laisse passer ce que le président doit dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pétrole, contrat, oui, mais à côté du contrat, il y a l'accord douanier entre les deux pays qui permet à la douane nigérienne et à la douane béninoise de rester ensemble pour charger. La douane nigérienne n'ayant pas encore signé cet accord-là, ils ne sont pas encore fondés pour charger. Mais les Chinois avertissent le Bénin pour dire on veut charger le premier bateau. Le Bénin leur dit mais ce n'est pas à vous de nous avertir, le pétrole n'est pas à vous, c'est au Niger. C'est au Niger de nous avertir. Le Bénin dit j'interdis. Malheureusement, quand il y a eu communication, je crois pour ma part que le président aurait dû rester seulement sur ce sujet-là. Mais ça, c'est pas la faute à la direction de la communication de la présidence. C'est lui qui a dit que tant qu'ils n'ont pas ouvert la frontière, que le pétrole ne va pas embarquer. Parce que le président a dit, vous savez tout ce que le président dit qu'on ne doit pas... Mais il n'a rien dit d'autre à part ça. Oui, mais il n'aurait pas... Malheureusement, Bertin Kovi, on arrive au terme de cette émission.
maintenant je peux respirer. Parce que il ne manquait que vous m'agressiez. Ah bon, vous... C'est l'émission la plus difficile que j'ai jamais eue avec vous. Mais je l'assume. Mais les sujets sont peut-être pas aussi faciles, Bertin Kovi. C'est ce que je dis. Les sujets ne sont pas faciles, mais je suis resté Kovi à vouloir dire la vérité. Et même s'il faut... Tout en cherchant à couvrir, par ailleurs. Mais si je n'ai pas l'information, je ne suis pas au courant. Comme disait Yadima, je ne suis pas au courant. Mais lui, on savait que c'était pour guérir, pour montrer pas de manche. C'est aussi ça la communication politique. Et c'est ça que notre frère Léandre Wilfried Mbedi doit commencer par faire de temps en temps. Il n'est pas au courant. Est-ce que vous pouvez remplacer Wilfried Mbedi, cela vous dirait? Oh, bon, pourquoi pas? De toute façon, je ferai mieux. Si c'est pour parler là. Pour écrire, il écrira mieux que moi, ça c'est certain. Mais pour parler, c'est mon métier de tout le temps. Mais je ne cherche pas à être là parce que moi... Vous ne cherchez pas son poste. Ah non, il faut que je vive. Moi, je travaille plus à l'étranger. Parce que même si on me prenait ici, combien on va payer? On paye des gens à 16 millions, vous criez déjà, oh, ils sont à 16 millions, ils sont à 16 millions. Si Dieu bénit un seul de mes projets, mais j'aurai 16 millions pour 16 millions. Bertin Kovi, il faut quand même que cette émission finisse. Ça, c'est vrai. Merci à vous. Merci d'être venu sur Grand Angle. Merci à chacun. Merci à tous. Samuel Ndio a assuré la réalisation technique. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.